à toutes et à tous et bienvenue à l'émission cette semaine dans D'Autré. Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Notre actualité cette semaine, dans le cadre des élections municipales 2021, nous avons rencontré les candidats et candidates à la mairie dans la MRC de D'Autré. Voici donc les deux premiers candidats, soit ceux de Lanoret, André Villeneuve de l'équipe Villeneuve et Serge Lemieux du parti La Voix des Lanois. D'ailleurs, M. Jean-Luc Barthes nous avait déjà accordé une entrevue avant d'être réélu par acclamation, alors nous vous présentons tout de même l'entrevue qu'il nous a accordée. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, a annoncé le report au 15 novembre de la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. Marie-Pierre Aubuchon, qui est mairesse sortante de la Visitation de l'île du Pas, a annoncé récemment qu'elle ne se représentera pas à la mairie. Amélie Drainville a également annoncé de ne pas se présenter comme conseillère. Nous avons reçu les deux en entrevue, alors nous vous présentons un extrait de cette entrevue. D'ailleurs, la forêt nourricière à la Visitation de l'île du Pas sera inaugurée le 30 octobre prochain. Nous en parlons également avec elle. Le 30e gala des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière avait lieu vendredi dernier, le 8 octobre. Nous vous présentons différents extraits de ce gala. Stéphanie Giroux, qui est romancière, présente Business Trip New York, Croquer la pomme. C'est une œuvre de sexy-fiction. Ce roman est publié aux éditions de l'Apothéose à Lanoret. Nous l'avons donc rencontrée. Marie-Soleil Labelle, qui est pilote de course notamment pour le musée Gilles Villeneuve, a été nommée porte-parole de la Semaine québécoise du trouble développemental du langage qui se déroulait du 10 au 16 octobre. Le Café culturel de la Chasse-Galerie à Lavaltrie a présenté 3 spectacles cette fin de semaine. Alors, nous en avions parlé avec Philippe Cyr-Pelletier, le directeur général. Bonne émission à vous! Quand c'était pour aller à l'école, là, je sortais, puis je descendais le perron, puis je me cachais sur le coin de la maison. Puis là, je me souviens que ma soeur me disait ça, puis elle disait, ma soeur était là, puis elle disait à ma mère, « Mais, Jean-Luc n'est pas parti pour l'école. » Elle sortait, puis elle me disait, fait qu'à tout coup, elle faisait ça. Bien, j'ai fait... non, je pense que j'ai eu une enfance comme toutes les gens. D'ailleurs, il y a une année, j'ai joué dans 4 lignes. Je dois avoir joué à peu près 125 parties. Puis après ça, bien, la balle, j'ai joué à balle molle ici. On avait une petite ligne de... On appelait ça une ligne d'old-timer, mais on n'était pas vieux. Là. Oui, je comprends. Mais on s'amusait, puis c'était le fun. Puis il y avait de la compétition entre nous autres, c'était tous des chums, là. Ouais, mais il y avait de la compétition quand même avec nous autres. Puis là, aujourd'hui, le sport que je pratique, que j'adore, que j'aime, c'est le golf. Ça, Le classique. Alors moi, je suis le troisième garçon d'une famille de 3 garçons. Puis on avait 1 an entre chacun. Alors, il y avait beaucoup d'ambiance dans la maison. Mes parents ont eu beaucoup de mérite d'essayer de garder l'ordre. J'ai eu une belle enfance, dans le fond. Moi, je suis un petit peu de la Mauricie. Alors, ça fait 12 ans maintenant que je suis à Lanoret. J'ai vraiment grandi dans un petit village natal de 5000 personnes. OK. Comme ici. Parcours. Exactement. Et puis, dans une famille, je dirais modeste. Mes parents étaient pas des gens très, très scolarisés, OK. mais avec des valeurs incroyables, évidemment. Ils ont travaillé fort toute leur vie. Alors, c'est des valeurs, justement, de respect, de travail, d'honnêteté qu'ils m'ont transmises. Et puis, c'est un bagage que je garde bien précieux. J'ai la chance de travailler avec une équipe très expérimentée, puis en même temps avec des nouveaux aussi. Alors donc, notre proposition, c'est de la continuité et en même temps aussi du nouveau. Hein? Il faut qu'on évolue tous, une municipalité aussi. Alors ça, c'est une chose. Alors basé sur ce constat-là, la première et plus importante proposition, je crois pour nous, c'est vraiment tout ce qui touche autour de la santé. Faire en sorte, avec l'établissement d'une clinique de santé dans le Vieux-Presbytère, faire en sorte donc de pouvoir, avec cette plateforme-là, très efficace qu'est une clinique, pouvoir offrir vraiment des soins de santé aux gens. C'est pas normal qu'on n'ait pas de médecin à Lanoret depuis très longtemps. C'est pas normal qu'on n'ait pas de clinique, qu'on paye les mêmes impôts que tout le monde. Donc, il y a moyen de faire ça, puis on a la chance. Le centre des loisirs, parce que je suis natif de Lavaltrie, donc on allait au centre des loisirs. Et les gens qui s'occupaient de nous, c'était vraiment des animateurs incroyables dont j'ai un souvenir encore tout à fait là, indélébile. Et des gens
enthousiastes, passionnés. Écoutez, on avait des cours d'athlétisme, OK. on avait des cours de natation, on allait aussi, on faisait des sorties en autobus scolaire, on allait à certains endroits pour se baigner ou pour aller, comme un peu les scouts font aujourd'hui, on allait découvrir des lieux, je pense à Sainte-Béatrix. Ça a l'air près aujourd'hui quand on dit ça, mais à l'époque, c'était loin. Et donc, je dirais que ce moment-là de ma vie, en tout cas, il a été extraordinaire parce qu'on a pu, avec ces animateurs-là, d'ailleurs, que je connais, qui sont encore, que je côtoie encore, certains animateurs que je côtoie encore. Et puis, vraiment, c'était des beaux moments. Super. On a colligé plein d'informations, on a eu plein d'échanges avec les citoyens, que ce soit par Zoom, oui, mais aussi lorsqu'on les rencontrait à l'épicerie, dans la rue ou au téléphone. Donc, on a fait vraiment, je dirais, un travail en profondeur et on a écrit un programme. OK. Un programme. Et d'ailleurs, il est disponible. Les gens qui suivent bien la politique ont dû le recevoir par la poste. Sinon, vous m'appelez personnellement, je vais aller vous en porter un. C'est un programme ambitieux. C'est un programme très ambitieux. Je pense qu'il touche à tous les aspects de la vie. Et nous, on pense qu'on peut le réaliser. On pense qu'on peut le réaliser, mais pas seul. Donc, en fait, je dirais, notre philosophie à nous, c'est de remettre le citoyen au cœur de l'action. Moi, j'étais maire de... Le territoire de Lanoret, c'est 100 km. Ça veut dire que vous avez plus du tiers du territoire de Lanoret qui sont les tourbières. Alors, c'est quand même incroyable. C'est la carte de visite de la municipalité. Et vous savez que le père Marie-Victorin, on a contacté des gens du gouvernement du Québec et on veut regarder pour mettre en place, ici même, un centre de recherche sur les tourbières. Donc, ni plus ni moins un pavillon universitaire. Ça, c'est un élément du programme et on a reçu un accueil incroyable. Et comme ministre de la Santé, avec mon équipe, j'ai la responsabilité de protéger le réseau de la santé de tous les Québécois, mais aussi de protéger notre réseau. Et là, le risque en ce moment il est très élevé. Et ça serait irresponsable de jouer au dé avec la santé des Québécois. Alors, j'ai donc décidé de reporter l'échéancier de 30 jours, soit au 15 novembre. D'ici là, j'espère que l'interdiction de pratique des ordres de professionnels qu'on a reçus récemment va faire réfléchir les non-vaccinés. On met énormément d'efforts aussi pour recruter plus d'infirmières puis d'autres professionnels pour stabiliser notre réseau. On va aussi exiger que les travailleurs qui sont non vaccinés du réseau public soient testés au minimum 3 fois par semaine à compter de lundi, autant au public qu'au privé. Et nous avons aussi pris la décision qu'on ne versera pas les primes COVID, les 4 et 8 % et la prime de 15 000 $ aux travailleurs non vaccinés. Ils toucheront leurs primes seulement s'ils se font doublement vacciner au cours des 30 prochains jours. Tous les travailleurs nouvellement recrutés dans notre réseau à compter des prochains jours devront aussi être adéquatement vaccinés. Et on va demander la même chose pour le secteur privé. Pour ce qui est des personnes vulnérables, particulièrement en CHSLD ou RPA ou dans les ressources intermédiaires, on est en train de leur donner une 3e dose, comme vous savez. On espère aussi vacciner les enfants de 5 à 11 ans dans les prochaines semaines. Avec tous ces critères-là, nous avons pris la décision difficile, hier soir, de reporter la mise en application du décret dans le réseau de santé au 15 novembre. On veut, entre autres, donner, et ça c'est important, on veut donner une dernière chance aux non-vaccinés, un temps supplémentaire pour se faire vacciner à la lumière des informations qu'on a eues cette semaine. Et je vous dirais, je le répète, cette décision a été prise après plusieurs longues rencontres et de nombreuses visites dans nos installations où j'ai consulté énormément de gens sur le terrain, qui travaillent sur le terrain, reconnaître leurs conditions difficiles en ce moment et les écouter. Et je le répète, les différents scénarios qu'on nous a montrés étaient trop lourds de conséquences pour notre réseau. On pourra en parler avec le docteur O'Patterney tout à l'heure. Je vais vous le dire, je le dis souvent,
Il faut être honnête, il n'y en a pas de solution parfaite. Mais je sais que cette décision peut paraître très frustrante pour les travailleurs de la santé qui sont déjà vaccinés. Je l'ai entendu. Elle peut paraître aussi frustrante, choquante pour les utilisateurs du réseau qui veulent un environnement sécuritaire. Mais elle peut paraître aussi difficile pour tous les Québécois qui se sont fait vacciner et qui, eux, respectent les consignes sanitaires depuis le début. Par contre, je veux être très clair. On veut appliquer le principe de la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé, mais pas au dépens de notre capacité à soigner nos citoyens. Alors, dans les circonstances, le report de l'échéancier de 13 jours est la meilleure des solutions parmi des choix difficiles qui s'offraient à nous. Moi, je suis encore plus motivé avec notre équipe de livrer la marchandise sur les changements de culture que l'on veut faire dans le réseau. Et même si on avait accepté que le personnel vacciné avec une seule dose, je vous ai communiqué les chiffres un petit peu avant le point de presse, on perdait plus de 14 000 personnes. Et même en acceptant certains assouplissements qu'on a vus dans les différents scénarios, on pouvait peut-être perdre 10, 12 000 personnes, dépendamment des scénarios qu'on faisait par région ou par type d'installation. Et quand on est arrivé, moi, dans la zone de 12 000 personnes, ce que ça m'a rappelé, c'est comme si on revivait le pire de la première vague de la COVID-19 dans notre réseau de santé où on avait 12 000 travailleurs absents. Et imaginez-vous qu'on a un réseau qui est beaucoup plus fragile qu'il y a 19 mois. Alors, force de constater que pour nos gestionnaires, avec le départ d'autant de vaccinés à court terme, de non-vaccinés à court terme, ils auraient eu beaucoup de pression d'utiliser les méthodes de gestion dont on veut se départir, que ce soit le temps supplémentaire obligatoire, le fameux arrêté 007 pour forcer des déploiements. Et c'est ça que j'ai entendu dans les derniers jours de nos discussions avec eux. Mais je veux absolument qu'on arrête d'utiliser ces méthodes-là. Pour moi, c'est hors de question. Donc, on a pris un engagement auprès des travailleurs. On entend le respecter. On veut un nouveau modèle de gestion et un changement de culture dans le réseau. Puis, comme gestionnaire, je me dois présentement d'additionner du personnel dans notre réseau qui est à bout de souffle, pas d'en soustraire. Et surtout, pas à court terme. Alors, je le fais en pensant au personnel qui est en place, mais j'insiste, je le fais en pensant aux citoyens qui sont vulnérables. Quelques autres points. Le report de l'échéancier au 15 novembre, pour moi, est encore plus justifié, comme je l'ai mentionné, parce que nous venons juste d'obtenir dans les derniers jours l'appui de plusieurs ordres professionnels des travailleurs de la santé sur l'importance de la vaccination obligatoire. On le voit dans nos statistiques quotidiennes, on continue de vacciner encore, ça peut paraître surprenant, de vacciner des milliers de Québécois et des centaines de travailleurs de la santé avec une première dose encore tous les jours. Si on continue, juste vous donner un exemple, si on continue de vacciner au rythme des 50 derniers jours, soit depuis l'annonce de la commission parlementaire, au même rythme que les 50 derniers jours, ce serait plus de 7 000 travailleurs de la santé qui pourraient être vaccinés dans les 30 prochains jours. Puis moi, je pense qu'on peut faire au moins ça. Alors, je tiens absolument à prendre un moment pour remercier nos partenaires. Il y en a plusieurs, mais particulièrement le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières, l'Ordre des infirmières auxiliaires, l'Ordre des pharmaciens et plusieurs autres qui nous ont aidés et avec qui on a discuté dans les dernières semaines. Maintenant, pour la sécurité dans nos milieux de vie. Je sais que ça peut peut-être inquiéter des usagers et des travailleurs de la santé qui sont vaccinés d'avoir des employés non vaccinés dans le réseau de la santé. Ça aussi, je l'ai entendu. Mais
Sachez qu'on ne relâchera pas la sécurité dans nos milieux de soins, dans nos milieux de vie, autant pour les employés que pour les usagers. Et je rappellerai qu'on va maintenir l'obligation des visiteurs et des proches aidants d'avoir un passeport vaccinal lorsqu'ils entreront dans les hôpitaux, les CHSLD, les RPA et nos ressources intermédiaires. En conclusion, je le rappelle, la vaccination obligatoire pour les travailleurs du réseau, c'est la bonne décision. Cependant, on est réaliste et on prend la pleine mesure de la situation actuelle et de nos engagements, comme je l'ai mentionné, envers nos travailleurs de la santé. Il est primordial pour nous de protéger notre réseau et nos différentes clientèles. Se donner un délai de 30 jours est donc raisonnable et approprié dans les circonstances. Mais je veux vous assurer que nous allons surveiller l'évolution et la situation de très près. Mais Amélie, j'aimerais ça que tu élabores en fait sur le fait que, tu sais, on n'est pas les seuls à porter une vision progressiste et écologiste dans la municipalité. On a la chance de côtoyer tout plein de monde qui sont heureux qu'il y ait des gens qui sont porte-parole pour l'environnement, pour des idéologies sociales plus progressistes, les réflexions. Et ces personnes-là sont un petit peu dans l'ombre, mais nous, on les voit. Oui. Puis ces personnes-là étaient prêtes aussi à se mobiliser et d'adopter un rôle qu'ils ne connaissaient pas et d'être élu municipal. Au front, là, oui, exactement. Ouais, donc on a commencé ça au mois de novembre passé, à essayer de rallier des gens. C'est sûr que personnellement, tu sais, je côtoie plus, j'en côtoie plein, là, des progressistes écologiques à l'île du Pas, puis que ce soit, disons, des gens du comité de l'environnement, du comité de développement communautaire, des électrons libres un peu qui naviguent autour de ces gens-là, qui viennent être bénévoles de temps en temps sans être impliqués dans un comité, ou tout simplement des gens que, pendant qu'on est en train de désherber à Forêt-Nourricière, ils nous disent « Hey, c'est donc bien beau votre projet, c'est donc bien le fun, je viens souvent chercher des petits fruits », puis qui nous amènent des beaux commentaires. Tout ça, moi, me témoigne d'une appréciation de ce que Marie-Pierre a fait comme réalisation, de ce que nous, on a fait comme comité de l'environnement pour amener une vie communautaire et des projets. Mais les au-delà gens, de ça, ils se reconnaissent là-dedans. Effectivement. Il y a aussi des gens qui se reconnaissent pas, mais je pense qu'il y a une majorité de gens à l'île du Pas qui sont satisfaits de ce qui a été proposé. Puis parmi ces gens-là, il y a aussi des gens qui étaient impliqués ou moins, mais avaient l'intention de l'être plus, puis qu'on avait ciblé comme étant des personnes qui n'avaient pas peur de se mouiller puis d'aller défendre ces idées-là au conseil municipal. On avait une équipe complète. Ça a pris du temps, ça a été compliqué parce qu'on a approché beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, toutes des personnes qui disent « Ah oui, mais... » je suis déjà impliquée dans... Je pourrais jamais donner le 100% que je voudrais donner présentement. Je peux pas parce que je suis super impliquée dans d'autres affaires. Ça me tenterait tellement, mais je peux pas. Mais on leur disait, c'est pas grave, tu sais, juste ton énergie, ta motivation, être 100% là quand tu es à la séance, puis après ça, gérer les quelques dossiers, ça va déjà être énormément là, de progrès qu'on peut faire pour notre municipalité. Fait que ces gens-là... On a réussi. On a réussi à les rallier. Puis ça a été un processus depuis le mois de novembre. Puis pendant tout ce temps-là, bien, c'est sûr que, comme je l'ai mentionné, il y a aussi l'amitié qui était derrière ça. Fait que moi, je voyais Marie-Pierre qui vivait ses up and down. Oh, ouais, je comprends. Ce moment-là, ça a été difficile. Ouais. Là, je me sens revigorée parce que les bénévoles sont impliqués, puis on avance, puis on fait des projets le fun. Fait qu'il y avait toujours ces montagnes russes là un peu à gérer. Puis ben finalement, je peux te laisser peut-être compléter sur comment ça a évolué ensuite, là. Oui, c'est ça. En fait, je ressentais que j'allais beaucoup m'appuyer sur la nouvelle énergie là, de l'équipe, puis qu'à ce moment-là, ça me positionnerait dans une situation où je presserais peut-être le citron de ces gens-là qui s'impliqueraient, puisque j'étais déjà fatiguée. Puis je pense que je suis bien là-dedans d'avoir pu reconnaître, j'ai eu aussi beaucoup d'appui là, de la part là, des gens de notre équipe, de la famille aussi, de dire à tabarouette, c'est bien de reconnaître où sont nos limites aussi. Ouais.
Puis juste présentement, c'est ça, je sentais pas que j'avais cette énergie-là d'amener, de rallier tous ces gens-là, puis après ça, avoir des grandes attentes envers eux pour compenser mon manque d'énergie. Je trouvais que c'était pas juste ce rôle-là. Je pense qu'on peut nommer les choses telles qu'elles sont. Marie-Pierre puis moi, on est des militantes. On aime ça, défendre des valeurs, défendre des idées. Puis personnellement, dans mon entourage de militants, militantes, je vois beaucoup d'épuisement. C'est ça. Puis, on allait dire, t'es pas dans, je veux pas dire le mot t'es dans l'air du temps, là. Je veux pas dire que je veux pas mettre ça de cette façon. On reflète un phénomène qui est vécu ailleurs. C'est ça. Tu sais, qu'on entend parler la semaine dernière de Gary Price, qu'on a entendu parler de M. Coderre à Montréal. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire je suis fatigué, on va continuer, on va faire ça. Puis ça, je pense que c'est important aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu ne commenceras pas dans 4 ans, ça ne veut pas dire que, tu sais, quand il faut que tu dises, à un moment donné, c'est épuisant, c'est fatigant. C'est pour ça que je suis vraiment fière que Marie-Pierre ait été capable de le nommer. Parce que je pense que pendant tout ce processus-là, moi, j'ai été beaucoup dans l'optique « Ah, ben non, elle est forte. Elle va se relever de ça. » Puis peut-être que j'ai même mis de la pression pour que, justement, le vent tourne dans ce sens-là, mais qu'elle ait pu reconnaître qu'au final, non, c'était pas le cas, puis moi, j'étais prête à accepter ça, puis j'étais prête à dire, ben, je suis contente que tu t'écoutes, tu sais. Je suis contente que tu dises, non, c'est vrai que j'aimerais ça continuer, mais c'est vrai aussi que je suis très fatiguée, puis je vais écouter mon corps. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment un processus qui est important, puis un cheminement personnel très important aussi. Puis je suis fière aussi qu'elle ait fait pour sa famille, pour ses enfants, qui vont pouvoir bénéficier du fait qu'elle va être plus disponible, plus à la maison, plus de soirs de semaine qu'elle va être avec eux. La pandémie n'a pas aidé. Là. La pandémie n'a pas aidé personne. C'est certain que les aspects qui donnaient beaucoup d'énergie, comme les marchés fermiers, les rassemblements, la reconnaissance des bénévoles, ça, c'était ce qui me nourrissait. Et c'est certain que pendant 1 an et demi où on a été privé de ça, ben, l'équilibre entre l'énergie qu'on donne et l'énergie qu'on reçoit n'était peut-être pas égalée. Fait que la décision s'est prise vraiment tard, là, au mois d'août. Je suis en compagnie d'Amélie Drainville et Marie-Pierre Aubuchon. Et aujourd'hui, on veut vous parler d'un très gros projet, une grosse idée qu'il y a eu à la visitation de Dupont. Et le 30 octobre, c'est bien ça, pour pas que je me trompe de date, il va avoir l'inauguration officielle de la forêt nourricière. Oui. À quoi qu'on peut s'attendre? Bien, en fait, c'est ça, on invite la population, les médias, et on a invité aussi certains dignitaires à venir prendre parole pour une inauguration officielle avec coupure de ruban et tout le tralala qu'on peut s'attendre. Donc, on voulait vraiment poursuivre dans le rayonnement que ce projet-là a déjà dans la région, à travers le Québec même, puis donner un peu le coup d'envoi des futures années de ce projet-là, parce que c'est à partir de maintenant que ça va commencer à être des récoltes abondantes, il va y avoir de plus en plus de projets pédagogiques qui vont se faire. Donc, l'objectif, c'est de vraiment revenir sur ce qui a été fait depuis le début, comment ça a démarré, comment on a mené ce projet-là, qu'est-ce qui a été livré comme marchandise avec le budget qu'on avait, puis entendre aussi des commentaires des gens sur... puis des personnes qu'on a invitées à prendre parole sur qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'inspirant dans cette initiative-là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de beau, puis quelle pérennité on veut donner à ce projet-là aussi. Donc, c'est un peu ça qu'on veut souligner avec l'inauguration. Marie-Pierre, le projet, ça fait quand même quoi, 4 ans? 2 ans. 2 ans, quand même 2 ans. Est-ce que le résultat final t'impressionne? Est-ce que tu dis... Je voyais pas ça. Je ne veux pas dire que je voyais pas ça, mais qu'est-ce que tu vois là? Est-ce que tu l'imaginais comme ça? Parce que je me souviens, on a vu des plans, c'est bien beau, montrer des petites tours d'arbres, des noms d'arbres, tout ça. Mais en réalité, est-ce que ça t'impressionne? Bien, en fait, c'est intéressant ta question parce que cet été, à la fin de l'été, j'ai pris mon vélo en transport actif, puis je me suis rendue jusqu'à la forêt nourricière avec les enfants. Et pour la première fois, j'ai aperçu en marchant dans les sentiers, mais des fruits partout. Puis j'ai fait « Wow! » Je pensais pas vraiment qu'à chaque coin de sentier, il y aurait des baies rouges, des baies bleues, des différentes formes, même du chou, que c'est une vivace. Je le comprenais, j'avais vu sur le plan. Mais là, à me trouver
les deux pieds dedans, finalement, et entourée par toute cette abondance-là, j'ai fait, c'est ça le sens de la forêt nourricière, de se rendre à un endroit où c'est naturellement paisible, où on sent qu'on a notre place, où qu'on peut arriver avec notre panier et découvrir plein de choses. Et sur le plan, tout est bien découpé, hein? Il y a un arbre, il y a les buissons, il y a, tu sais, le pays, là, les pas japonais. Et là, sur place, tu vois que finalement, ça prend une forme réelle. C'est pas une illustration. C'est vivant. C'est vivant. Puis, il y a le pissenlit, ici et là, qui pousse. Puis, d'autres pousses qu'on connaît tous parce qu'on l'a dans notre jardin. Puis là, à l'aide d'enseignes, à l'aide d'enseignements aussi, on apprend que même les pissenlits ont leur rôle à jouer pour décompacter le sol, un rôle à jouer puisqu'on peut consommer sa racine, sa fleur, ses feuilles, tout en fait. Et même si la pissenlit n'est pas dans le plan physique, elle a sa place dans le plan qu'on habite. Puis en fait, c'est beaucoup plus beau que puis je me rappelle qu'on même avait prévu. Ben exactement, c'est ça que j'allais dire. Une fois, je me rappelle, là, je m'en souviendrai toujours, on était ensemble en train de désherber, je pense, puis là, tu me disais, tu sais, Amélie, quand on a commencé ça au début, là, je savais que ça allait être super, ça allait être vraiment un projet le fun, un projet beau, mais là, j'étais en train de prendre la vraie mesure de ce que c'est vraiment, puis c'est vraiment plus hot que ce que j'avais imaginé. Ouais. Là, tu me parles de l'inauguration. Est-ce que c'est définitif? Qu'est-ce qu'il y a là où il y a encore des projets à venir? Là, te connaissant, tu dois avoir encore des étapes, l'étape 2, l'étape 3, tu dois avoir plein de choses à faire. Ça, c'est la première étape, le plan. Les premiers jalons ont été posés déjà, mais il y a plein de choses qui vont s'en venir. On a installé des bacs potagers qu'éventuellement on va remplir, puis il va y avoir des activités pédagogiques, plus peut-être avec les tout-petits qui vont pouvoir venir semer un petit potager dans les bacs pendant des activités. Ensuite, on va observer comment ça va grandir, comment ça va vivre. Fait qu'il va falloir l'entretenir, mais il y a aussi peut-être des choses qu'on va déplacer, des choses qu'on va rajouter parce qu'on trouve que ça va amener un atout de plus. Pour l'instant, c'est sûr que la COVID a ralenti le processus. Fait que là, on est plus dans comme... On va voir qu'est-ce qui a été réalisé. On va vivre les premières années de comment ça a été fait. Mais c'est sûr qu'il va toujours y avoir des nouvelles activités qui vont être proposées pour toutes les tranches d'âge. Des invitations aux garderies, par exemple. Les garderies. Des invitations à l'activité physique. Exactement. Fait qu'il y a plein de choses qui vont s'en venir. C'est juste pas encore tout à fait programmé, déterminé, mais ça risque d'être fort intéressant. La question qui tue, beau temps, mauvais temps, le 30 octobre, ben, on amène notre parapluie, il pleut, il neige. Ben, si jamais il fait pas très beau, ben, on va reporter au samedi suivant. Puis là, si le samedi suivant il fait pas beau, on verra bien, mais pour l'instant, on va espérer qu'il va faire super beau. T'as commandé du soleil, t'as commandé de la belle température. Puis sur place, pour les gens qui sont curieux, on va avoir une petite dégustation de noix, de biscuits aussi faits avec les noix et les baies qu'on retrouve à la forêt nourricière, de la tisane pour déguster. Puis peut-être aussi dans l'après-midi, une activité avec les enfants là, qui va être à confirmer pour dans le cadre de l'Halloween. Exactement. Donc, y a-t-il des bonbons qui poussent dans ta forêt? Une petite chasse au trésor qui va être organisée pour les tout-petits dans notre... Pour découvrir la forêt nourricière de manière... On rappelle que c'est le 30 octobre. Ludique. Exactement, à 11h. Exactement. Bon, ben c'est beau. Je te remercie, ta mère. Merci. Président, puis pensez pas que c'est un titre honorifique, c'est parce que les gens qui sont sur le jury avec moi veulent pas être la personne qui a à trancher et à décider quand il y a trop de discussions. Fait qu'on dit, t'as un air bête, vas-y, fais-le. Okay? Mais je le fais annuellement depuis 7 ans et c'est avec un grand plaisir que je le fais. Le rôle de président de jury, bon, en plus d'être stimulant, c'est aussi, bon, naturellement, une rigueur qui fait en sorte que le choix est porté sur des candidats qui vont vous sembler, j'espère, appropriés. Pour l'édition 2021, Culture Lanaudière a reçu 109 candidatures pour les 16 prix qui seront remis. Au final, nous avions 42 dossiers, en plus d'avoir à déterminer le coup de cœur du jury, donc parmi toutes les candidatures. La cuvée 2021 a été une très belle cuvée. Des nouveaux visages,
des nouvelles discussions, naturellement, des nouveaux projets, mais on y est arrivé. Je vous rappelle que le choix du lauréat du prix du Calque, artiste de l'année, a été sous la responsabilité d'un jury indépendant tenu au Calque. Alors, au nom des membres du jury, je réitère. Mélissa Tremblay-Bourassa, gigueuse alliant danse contemporaine et ballet. Ses œuvres sont présentées sur les scènes régionales, provinciales, nationales et internationales. En 2020, elle a présenté sa création in situ, Rouge Pamplemousse, en première au FIFA 2021. Sagui Ottawa, auteur-compositeur-interprète à Tikamek. Pour lui, la musique est très rassembleuse et lui permet de créer des ponts avec les autres cultures. Son deuxième album a été en nomination comme meilleur album dans 2 galas de musique autochtone au Québec et au Canada. Stéphane Laforêt, chef d'orchestre de la Symphonia Lanaudière. Il possède une réputation enviable au Canada et est associé à de grands maestros. En 2020, il met sur pied le festival Symphonia, crée 2 concerts d'orchestre et enregistre 2 CD. Il a su diversifier l'offre de la Symphonia en alliant concert classique et pop. Ravie d'être parmi vous, heureuse de vous retrouver pour cette si belle occasion, le 30e anniversaire du gala, le Grand Prix Desjardins de la culture de Lanaudière. Depuis mars 2020, depuis le début de la pandémie, le Conseil des arts et des lettres du Québec a déployé tous ses efforts pour donner les moyens aux milieux artistiques et littéraires de traverser la crise sans abandonner leur passion. Je me réjouis aujourd'hui, tout comme vous sans doute, de nous voir réunis en si grand nombre dans cette salle, mais surtout de sentir la flamme artistique si vivement allumée dans le contexte. J'aimerais saluer les membres de l'équipe de Culture Lanaudière qui font un travail remarquable d'information, de concertation et de soutien au milieu culturel de la région. Et bien sûr, je les remercie tout particulièrement pour leur indéfectible collaboration dans la gestion du prix Artiste de l'année que nous remettons ce soir. Ce prix Artiste de l'année vise à mettre en lumière les créateurs, créatrices et interprètes de la région qui nous transmettent leur passion et nous partagent une partie de leur imaginaire. Le Conseil remet au lauréat ou à la lauréate un montant de 10 000 $ en témoignage de notre fierté et de notre reconnaissance pour son travail. De plus, notre précieux partenaire, la Fabrique culturelle de Télé-Québec, lui offrira l'opportunité de tourner une capsule vidéo portant sur son parcours artistique. Pour choisir le lauréat ou la lauréate, le Conseil a réuni un jury formé de pairs provenant de différentes régions du Québec. Je tiens à les remercier eux aussi pour ce travail ardu et exigeant. Avant de vous dévoiler leur choix, je félicite chaleureusement les 3 finalistes et je leur souhaite de grands succès dans la poursuite de leur carrière. Et maintenant, le moment que vous attendez sûrement avec impatience, le prix du Calque Artiste de l'année dans Lanaudière est remis à Stéphane Laforêt. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Quelle surprise! Je ne m'attendais pas à ça du tout, honnêtement. Je veux féliciter les 2 autres candidats qui méritaient autant que moi la palme, je pense, pour leur travail. Je veux remercier aussi le Conseil de la culture Lanaudière. Je veux remercier le Conseil des arts et lettres du Québec. Je les remercie pour ce qu'ils font pour nous, surtout cette année. Parce que s'ils n'avaient pas été là, il y a beaucoup d'organismes et beaucoup d'artistes qui auraient trouvé l'année encore plus longue. Donc, merci au Calque. Écoutez, chef d'orchestre, regardez, ça fait aucun bruit. Donc, j'ai dirigé 1100 concerts de Calgary à Halifax dans les 35 dernières années avec les grands orchestres du Canada. En passant par l'OSM, le Centre national des arts d'Ottawa, l'Orchestre de Québec et puis bien d'autres. Mais où je retire le plus de satisfaction, c'est avec la Symphonia de Lanaudière.
parce que c'est un orchestre que j'ai fondé avec des musiciens d'ici, de l'extérieur aussi, mais le père Lindsay m'avait dit « On n'a pas d'orchestre professionnel dans la Naudière, fonde-en un et on va t'aider ». Il l'a fait. Le Festival de la Naudière avait l'habitude de nous engager très régulièrement pendant son temps. Et c'est grâce aux musiciens de l'orchestre. Je veux remercier aussi les diffuseurs qui nous engagent. Je pense qu'ils font un travail exceptionnel pour nous aider. Je trouve que les musiciens sont extraordinaires. Merci beaucoup à tout le monde. En fait, c'est une inspiration que je ne m'attendais pas à avoir. Donc, moi, je travaille depuis 25 ans en transformation d'entreprise, toujours business et tout ça. J'ai commencé à écrire en développement personnel et là m'est venue l'inspiration d'écrire un roman de sexy fiction. Il est complètement à l'opposé, un gros 180 degrés, je dirais, dans ma carrière, de dire, bon, de femme de carrière, tu sais, internationale et tout ça, à romancière érotique, disons que c'était un gros saut. Effectivement. C'est une façon intéressante de pouvoir livrer comment une femme pense, comment elle se sent et comment elle vit, dans le fond, sa vie de femme professionnelle dans un milieu d'hommes. Et bon, l'héroïne, elle est célibataire, elle est hédoniste, elle est de son temps. C'est une jeune femme moderne. Disons qu'on n'est pas dans les harlequins traditionnels du tout. Okay. Mais c'est ni, dans le fond, elle est ni la antique ni la pute, là. Tu sais, c'est la professionnelle, femme de tête, mais qui a de la fougue, qui a de la passion, qui a envie de vivre sa vie pleinement. Super. Puis là, j'ai vu aussi que vous étiez à la maison d'édition de l'Apothéose, donc c'est une maison d'édition qui est à Lanoraie. Pourquoi avoir choisi celle-là? Est-ce que vous avez eu plusieurs demandes puis vous l'avez choisie? Comment ça a fonctionné? En fait, c'est que l'édition, on a un peu comme 3 choix, je dirais, au Québec. On a les éditeurs traditionnels, on a à compte d'auteur et l'Apothéose, c'est un peu entre les deux. Et donc, quand j'avais fait mes livres en développement personnel, j'avais envoyé à plusieurs éditeurs et finalement, les réponses étaient un peu étranges. Ils disaient que c'est trop intellectuel ou c'est pas assez grand public. Donc, je suis tombée sur Apothéose. Ben, pas tombée, je veux dire, on m'a référé à Apothéose. Quand je les ai rencontrés, j'ai adoré leur façon de fonctionner. Ils sont très humains, ils sont très accommodants, ils sont très professionnels. Puis, moi, ce que j'aime de là, c'est quand même que je garde mes droits d'auteur. Je trouve ça important. Puis, ça me permet aussi de gérer ma campagne marketing comme je veux, etc. Donc, c'est un bon compromis entre à compte d'auteur et donc l'éditeur traditionnel. Puis moi, j'adore Apothéose. Je suis rendue à mon 3e livre, mais j'en ai 2 autres déjà signés avec eux qui s'en viennent. Et d'autres probablement à venir, donc je les aime beaucoup. Super. Puis là, tantôt, ça, vous disiez, vous avez quand même changé, je vais dire, de registre là, avec votre livre « Fiction sexy ». Qu'est-ce qui vous a amené justement à écrire ce livre-là? C'est arrivé, j'étais allée à une retraite d'écriture où j'écrivais. Dans le fond, j'essayais de terminer mon 3e livre qui était plus en développement personnel. Le premier, c'était l'alchimie interculturelle, donc l'intelligence émotionnelle avec les autres cultures. Okay. Le 2e était sur les expériences extraordinaires, donc tout ce qui est un peu les ressentis subtils et tout ça. Et le 3e, je voulais le faire plus professionnel, plus sur la gestion de changement. Donc, c'était le journal de bord d'une méchante consultante, mais j'arrivais pas à être complètement, de ne pas me censurer dans ce livre-là. C'était difficile pour moi de ne pas me censurer parce que je me disais, si je suis trop émotive, comment les gens vont me percevoir? Donc, vous allez dire de là, comment vous avez fait pour passer à 180 degrés? C'est que là-bas, il y avait Angèle Trudel qui est auteure des Aime-moi, donc une trilogie de romans érotiques, et elle a témoigné un peu comment c'est arrivé. Et dans son témoignage, ça m'a fait... j'ai trouvé ça tellement simple, tellement pas ordinaire, mais elle en parlait, c'était pas compliqué, là, c'était pas gênant, c'était pas...
Et j'ai réalisé, ben oui, il y a un lectorat pour ça, puis il faut sortir de sa zone de confort, c'est sûr. Mais, et là, en discutant avec Angèle, elle me challenge, pourquoi t'écrirais pas maintenant un roman comme ça? J'ai dit, ben je sais pas, j'étais pas prête à ça. Et sur la route du retour, il y avait un magnifique coucher de soleil. J'étais à Sainte-Catherine-d'Attelée et je revenais vers Montréal. Puis je roulais, puis l'inspiration m'est venue d'écrire une trilogie. OK. Mon Dieu, OK. Tous les scénarios, le personnage, tout est arrivé, le titre est arrivé. J'ai dit, OK, je pense qu'il faut que j'écrive ces romans-là. Effectivement. Plus accessible, en effet, c'est moins tabou. Les gens, même recherchent ça. Quand je parlais de mes livres de développement personnel, les gens, c'est intéressant, mais il n'y avait pas d'exposition aux autres cultures, ils ne voyaient pas l'intérêt, ou les expériences extraordinaires, s'ils étaient fermés à ça, ils ne voyaient pas l'intérêt. Et là, je pense que 9 personnes sur 10, quand je parlais que j'écrivais de la sexy-fiction, tout d'un coup, mon Dieu, je veux le lire! OK. Puis ça m'a vraiment surprise. Puis je m'attendais à une espèce de lectorat bien ciblé. Finalement, je suis vraiment surprise de voir l'intérêt. C'est sûr qu'il y a peut-être une majorité de femmes, mais les hommes aussi veulent le lire. Okay. Parce que rentrer dans la tête ou dans la peau d'une femme, ça c'est intéressant. Les couples aiment ça parce que ça met un peu de piquant. Et j'ai fait une dédicace pour une dame de 80 ans. Okay. Vraiment, tu sais, c'est des jeunes serveurs dans une microbrasserie à Shawinigan ont acheté mon livre aussi. Eux, ils aiment beaucoup le roman québécois. Puis, ils ont été super intéressés. 2 jeunes, début vingtaine. Là, j'étais là, mon Dieu, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de cible. C'est surprenant, les gens qui ont de l'intérêt, 1, pour le roman québécois, puis 2, bon, c'est sûr, avec la petite touche sexy-fiction, ça amène le petit côté un peu, peut-être, croustillant, là. Effectivement. Puis justement, pouvez-vous me parler un peu de vous? Là? Vous en avez parlé quand même vaguement, mais peut-être plus concrètement, le parcours un peu? Bien, en fait, moi, j'ai fait mes études en administration des affaires. Je me suis retrouvée sur des projets informatiques rapidement. Et donc, ce qui a fait que je me suis retrouvée en transformation d'entreprise. Donc, toujours des projets informatiques, des ingénieries de processus, beaucoup de transformation et éventuellement de l'accompagnement humain. Okay. Maintenant, mon expertise, je la mets plus en leadership de transformation, communication et gestion de changement. Ça, c'est ce que je fais et ce que j'enseigne ici et à l'étranger, notamment au Maghreb et en Afrique. Puis, donc, ça, c'est au niveau de ma carrière comme telle. Donc, 25 ans de transformation d'entreprise. Je travaille dans une vingtaine de pays différents. Okay. Donc, vous pouvez comprendre que j'ai de l'inspiration pour les aéroports, j'ai de l'inspiration pour les projets, j'ai de l'inspiration pour l'interculturel. Tout ça devient matière dans le livre. Il y a plusieurs dimensions qui peuvent être explorées de par mon vécu, c'est sûr. Mais je veux juste être claire, c'est de la sexy-fiction, important. Coucher de souvenirs, des anecdotes, mais qui deviennent propices à développer quelque chose. Mais c'est très drôle parce que d'une anecdote, l'imagination, quand elle embarque, c'est complètement fou, là. Je m'en attends pas moi-même. Okay. C'est ça, dans le moment, c'est une première édition. C'est un début, je dirais, un début lent parce que ça va un peu avec ma gêne, je pense. J'ai sorti le livre, j'en parle un peu, j'en parle de plus en plus. Je commence à ouvrir, dans le fond, à m'assumer, là, autant que mon héroïne, je dirais. Je parle pas de ses actes, mais je parle de son côté affirmé, là. Donc, c'est ça, c'est un processus, hein, je pense. J'avais besoin d'intégrer, dans le fond, le côté carrière, le côté romancière, mais tu sais, d'un côté, c'est comme la business puis l'artiste.
Je pense que la création, elle va sortir de différentes façons. Moi, ça l'a amené un peu le monde érotique à travers le roman. Il y a une intrigue dans le roman. C'est un projet business. Il y a une intrigue même à travers ça. C'est pas juste une dimension, là. C'est pas une question, c'est pas des nouvelles érotiques une après l'autre. C'est un roman dans lequel elle a des aventures qui vont l'amener à vivre des choses peut-être différentes du quotidien, là. Mais c'est pas que ça, là. Faut pas... Ceux qui s'attendent à ça vont être déçus. Mais ceux qui ne s'attendent pas à ça vont dire « Oh, bon, OK! » Exact. Ben, quelqu'un qui vous a inspiré pour, en faisant votre écriture, un style ou juste... Au niveau littéraire, je sais pas. J'ai eu le commentaire d'une personne qui connaît bien la littérature qui a dit « Ah, c'est pas si populaire, c'est plus littéraire. » C'est écrit en français, pas écrit en québécois. Non, mais c'est important, ça donne une distinction. Puis la raison, c'est que mes histoires se passent en anglais. Donc, ils sont écrites en français. Mais Business Trip New York, c'est sûr qu'elle est à New York. Dans l'histoire, ça se passe en anglais. Mais je l'ai tout écrit en français, donc je pouvais pas écrire en québécois parce que ça se passait pas au Québec. Puis je me dis, si je traduis en anglais, ben je vais avoir beaucoup de difficulté à traduire du joual ou, puis là, tu te dis, ça fonctionnera plus, là. Donc, le style littéraire, il y a un peu de poésie là-dedans parce que c'est cette façon de penser, des fois poétique, des fois anxieuse, des fois très volontaire, ça dépend de ce qu'elle vit. Mais non, c'est ça. Donc, ça amène une touche, je pense, intéressante et accessible à la francophonie mondiale aussi. Toujours, moi, j'ai beaucoup rédigé des communications plus business, là, puis même il a fallu que je me casse. Ça a été difficile. Le premier jet était très business. Parce que tu peux pas dire n'importe quoi quand tu écris un rapport en entreprise. Puis là, il a fallu que je casse ça. Et je pense qu'on le sent même au début du livre, même si je l'ai retravaillé, on le sent, mais en même temps, j'amène le contexte du personnage qui est très professionnel, qui est très business. Donc, pour moi, ça va avec. C'est correct. Et c'est d'un livre à l'autre. Il y a quelque chose d'encore plus littéraire qui embarque, encore plus... parce qu'on dirait que le personnage évolue et on évolue avec elle. Donc, sa façon de penser devient moins rigide, business devient un peu plus ouverte sur les gens, sur qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc, ça suit son cours. Mais c'est un cheminement aussi, là, parce que moi, je m'auto-censurais au début. Parce que ce qui se passait, je voyais un film. Moi, quand j'écris, je vois un film en avant de moi. Et là, je l'ai plus. Et là, j'osais pas. Éventuellement, il y a quelque chose qui a débloqué. Et je me suis mis à écrire de façon plus fluide, là. Puis, mais c'est juste drôle de voir le cheminement qui se passe quand on passe d'un mode d'experte en transformation d'entreprise à romancière. C'est univers complètement. Là. Super! On peut voir les endroits où on peut se procurer le livre. Il va y avoir l'annonce aussi des prochains livres qui s'en viennent parce que lui est sorti fin août. Et là, le prochain va venir probablement à la mi-novembre. OK. Donc, c'est assez rapide, mais c'est que la première trilogie est déjà écrite. Donc, je suis en train de la sortir tranquillement, la faire connaître, la faire découvrir aux gens. Donc, Business Trip New York, je crois que la pomme, c'est ça. Donc, disponible. Les endroits les plus pertinents, c'est leslibraires.ca parce qu'on voit toutes les librairies indépendantes là-dessus. On peut aller sur Renaud-Bré ou directement de l'éditeur là, chez Apothéose, les éditions Apothéose. Donc, c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir
d'avoir du feedback aussi des différents lecteurs, lectrices moi, ça me nourrit beaucoup. Je trouve ça super intéressant. Je prends toutes les critiques, tous les bons et les moins bons points de vue parce que je trouve ça super pertinent tout le temps pour me faire évoluer là, comme romancière. Je m'appelle Marie-Soleil Labelle, je suis pilote de course automobile et j'ai un trouble développemental du langage. Je suis super contente d'être la porte-parole pour le regroupement Langage Québec parce que c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Je pense que c'est pas parce qu'on a une petite différence qu'on peut pas réussir dans la vie. C'est à 14 ans que j'ai remarqué que j'éprouvais de la difficulté à m'exprimer. Par exemple, tout ce que je voulais dire, c'était pas nécessairement les bons mots. Puis j'avais une idée dans ma tête, mais ça sortait pas pantoute comme je le voulais. Puis aussi, ça se voyait vraiment aussi à l'écriture. Puis par la suite, j'ai eu une orthophoniste de secondaire 2 jusqu'à 4, ouais. Et ça m'a vraiment aidée. J'ai eu tous les outils nécessaires à l'école surtout. Puis quand j'ai vu justement le site du regroupement Langage Québec, j'étais contente de savoir aussi qu'il y avait des gens comme moi, puis j'étais pas la seule à vivre ça. En tant que parent, je trouve que l'implication de Marie-Soleil avec le regroupement Langage Québec, c'est merveilleux. C'est une source d'inspiration autant pour les enfants, mais aussi pour les parents. Puis moi, de mon côté, quand je regarde tous les outils que le regroupement offre à travers le Québec, je trouve ça merveilleux parce que c'est pas toujours évident de trouver des solutions à des problèmes qu'on connaît même pas. Donc, c'est sûr qu'on a tous nos petits défis avec notre TDL, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les ressources pour nous aider, comme Regroupement Langage Québec. Donc, je vais vivre toute ma vie avec mon TDL. C'est pour ça que je travaille très fort chaque jour pour réaliser mes rêves et être le plus heureuse possible. Pour en apprendre plus et pour aussi trouver des ressources pour vous aider, allez sur le site web troupedulangage.ca. Donc, on revient encore avec des spectacles qui vont être fin de semaine variée, la fin de semaine du 14 octobre, avec différents spectacles. Pouvez-vous me parler de ces spectacles? Oui, exactement. Le week-end du 14, 15, 16 va être très occupé à la Chasse-Galerie. Puis, je suis content parce que d'ailleurs, les 3 spectacles qu'on présente sont tous de disciplines variées. Alors, c'est important pour nous de présenter sur scène des artistes de différentes disciplines. Et il y en a une qu'on développe depuis quelques mois maintenant, qui est le conte. Okay. Alors, le spectacle qu'on présente cet automne, c'est Martha Sanz. Alors, son nom complet, c'est Martha Sanz de la Calzada. C'est une immigrée qui est arrivée au Québec en 1969, qui provient d'une Espagne franquiste. Et donc, elle a été tout d'abord enseignante en Abitibi-Témiscamingue. Et rapidement, elle s'est impliquée dans le milieu culturel en travaillant sur des œuvres théâtrales, poétiques, artistiques de toutes sortes. Okay. Elle est profondément latine, elle est intense, puis les œuvres qu'elle choisit abordent des sujets très engagés, dénoncer les injustices, elle va prôner l'égalité des êtres humains, l'égalité des peuples, des sexes et des classes. Et le spectacle qu'elle vient nous présenter s'appelle Sur les rives de Wabakin. Okay. C'est l'histoire, en 1914, de Victoria et de ses enfants qui arrivent à La Sarre et qui arrivent, la maison n'est pas prête pour les accueillir, alors ils habitent dans un wagon sur un sideline et ils sont pris en charge par Marie et ses enfants qui sont des Anishinabés. Okay. Donc, c'est un conte qui est l'issue, en fait, d'une résidence artistique qu'elle a faite en coécriture avec Robert Seven Crows. Okay. Et ce conte-là imagine la rencontre de 2 cultures, celle autochtone et celle allochtone. Le spectacle raconte, entre autres, là, des transformations qui sont dues à l'occupation du territoire, évidemment, et l'impact de l'ouverture de celui-ci sur les non-autochtones. Alors, très important, très intéressant et d'actualité. Tchakacha, tchakacha, tchakacha faisait les roues du train sur les rails. Les enfants regardaient par la fenêtre et voyaient passer des gens, des animaux, des maisons, des villages que les trains laissaient derrière eux. Victoria pense à ses parents. Elle a passé quelques jours ensemble avec eux avant de prendre le train.
Elle et sa mère ont fait des tonnes de sandwichs pour le voyage. Rempli une malle avec un peu de vaisselle, quelques casseroles, des couvertures. Fait les valises avec les linges des enfants. Sa mère a même rajouté une poche de fleurs, une canne de graisse, une poche de bines, une canne de mélasse, une canne de beurre d'arachide. Comme ça, elle dit, si jamais tu as trop la nostalgie. Ensuite de ça, le lendemain, on a Nick Gignac. Nick Gignac, c'est une performance de magie. Tu vas voir, c'est assez complexe même à expliquer qu'est-ce que c'est comme tel, alors je vais faire de mon mieux. Une performance de magie qui est toute empreinte musicalement des classiques de la musique rock des années 80-90. Nick Gignac, on a pu le voir comme coach expert à l'émission La magie des stars à TVA et dans le rôle de Gao dans la comédie musicale Les Fantastics. Alors, c'est son premier one-man show. Ce gars-là, il est guitariste, illusionniste, mentaliste et son spectacle présente un univers où s'allie fascination, humour, nostalgie musicale. On nous promet même des animaux exotiques et du Bon Jovi, du AC/DC, du Metallica et du Def Leppard. OK. Je pense que c'est un spectacle qu'il faut voir pour le croire. Mais avec tout ça, essayons de s'imaginer un amalgame. Puis c'est ce que Nick Gignac nous propose, mais comme je vous dis, je pense qu'il faut le voir vraiment, c'est intriguant. Exact, oui. Et le surlendemain, ou du moins le 16 octobre, on vous présente Flore Laurentienne. Flore Laurentienne, c'est Mathieu David Gagnon. Okay. Lui, il a une formation en guitare classique au collégial. À l'université, il est allé étudier l'écriture à l'Université de Montréal. Okay. Il a gradué en 2010. Il est allé passer 3 ans en France, où il a continué d'étudier l'écriture, l'orchestration au Conservatoire d'Aubervilliers, à Paris. Puis il a gagné des prix, plusieurs prix, fugue, contrepoint, harmonie. Tu sais, on est vraiment, encore une fois, dans un univers plus classique. Okay. Mais il travaille depuis longtemps, en fait, dans l'ombre de plusieurs projets remarquables. Il a travaillé notamment sur les chansons de Claude Pelgag, sur l'opéra rock des hôtesses d'Hilaire. Et là, maintenant, il fait maintenant, entre autres, il fait ses propres compositions sous le pseudonyme Flore Laurentienne. Okay. C'est un projet de musique instrumentale qui rend hommage à la diversité et la beauté du paysage québécois. Donc, okay. On comprend un peu d'où vient le nom. On peut s'imaginer dans un film Technicolor où on voit des images de floraison printanière, des paysages grandioses à l'arrière. Okay? Donc, encore une fois, c'est une musique d'ambiance. Okay. Ce qui est particulier avec ce projet-là aussi, c'est que c'est un mélange qui est étrangement naturel entre des orchestres à cordes et des synthétiseurs des années 60 et 70. Alors, le projet, sur scène, c'est 7 musiciens, okay. Un chœur de 3 musiciens instrumentistes et un quatuor à cordes. Okay. Alors, c'est vraiment éclaté. Je trouve ça très intéressant parce qu'on voit dans les derniers temps au Québec beaucoup d'espace puis aussi de popularité pour de la musique qui est plus instrumentale, tu sais, Jean-Michel Blais par exemple. Donc ça c'est une version semblable mais plus en quatuor à cordes, plus d'instrumentation finalement. Alors on vous invite pour Flore Laurentienne le 16 octobre et c'est 25 $ en salle. Super, donc ça va être un beau week-end. On va regarder justement des extraits des 3 spectacles qui vont avoir lieu. Parfait, je vous remercie. Voyez le spectacle La magie du rock avec Nick Gignac, de Bon Jovi à AC/DC, en passant par Metallica et Def Leppard. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Bonne semaine à toutes et à tous!